contexte et réciproquement. Donc pour moi, l'activisme, ça consiste simplement à se dire que le statu quo, n'est pas tenable et qu'il faut, faire changer les choses. C'est ni plus ni moins que ça. Quel statu quo? Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Emmanuel Faber. Alors Emmanuel Faber, il est connu pour de multiples raisons, soit parce que vous le connaissez parce qu'il a été PDG de Danone, donc c'est pas rien, c'est quand même une des plus grosses entreprises agroalimentaires au monde, soit parce qu'il a été évincé du groupe, soit effectivement pour ses valeurs de justice sociale et d'environnement, soit pour son discours très médiatisé aux étudiants d'HEC. Il y a de multiples raisons de connaître Emmanuel Faber et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Emmanuel Faber est né le 22 janvier 1964 à Grenoble dans les Hautes-Alpes et il passe une bonne partie de son enfance dans le village de Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les Hautes-Alpes. Il grandit auprès de ses parents, qui étaient encore étudiants à l'époque, et il décrit son père comme étant un homme matheux et passionné de la nature. Et puis sa mère avait de multiples passions. Elle était passionnée de géographie, d'astronomie, de littérature et de montagne. Et ça, c'est vraiment une passion qu'elle va transmettre au petit Emmanuel. Il livrera d'ailleurs au Monde une interview qui en dit long sur sa personnalité. Dans un de mes premiers souvenirs fondateurs, j'ai 3 ou 4 ans, je joue dans un bac à sable en bas de notre immeuble, dans la banlieue de Grenoble. Je pousse des petites voitures sur des routes imaginaires avec un camarade de mon âge. Et une très grande dame arrive, le soulève par le poignet et le gifle pour une bêtise que je ne comprends pas. Alors je tire la jupe de cette dame et du haut de mes 3 ans, je lui dis « Les grands ne tapent pas les petits, les grands défendent les petits ». Je ne sais d'où me vient cette révolte face à l'injustice, mais elle a constitué un moteur puissant. À mes yeux, certaines règles ne peuvent être transgressées au nom d'une morale plus forte que l'ordre établi. Donc vous le comprendrez très bien à travers ce témoignage, on sent déjà ces valeurs de justice sociale et Emmanuel Faber semble en tout cas ne pas supporter l'inégalité et on le sent dès qu'il est tout petit, dès son plus jeune âge. En tant que lycéen, il intègre le lycée du Parc à Lyon et tous les week-ends, il remonte dans les Hautes-Alpes et il va souvent grimper au pied du Vercors avec son frère Dominique. En 1986, le jeune Emmanuel Faber rentre à HEC. Et au lieu de poursuivre des études en management, marketing ou commerce, donc des filières dites plutôt classiques, lui décide de poursuivre une filière en finance. Et d'ailleurs, il déclara plus tard que la finance lui provoquait un mélange de fascination pour sa puissance et de défiance instinctive immédiate, car il n'aimait pas les puissants et parce que rien ne lui était plus jouissif que de transgresser leurs règles. Et déjà, en tant qu'étudiant, il est très différent des autres. Une semaine en mode Emmanuel Faber, c'est une semaine rythmée par le sport. On explique d'ailleurs qu'il était très bon en ski et en athlétisme et le travail. Donc vous l'avez compris, Emmanuel Faber étudiant, c'était pas le genre d'étudiant à faire la fête comme pas possible et puis se réveiller avec la gueule de bois. Pas du tout. Il ne fume pas, il mange que très peu, il boit rarement, il a un mode de vie finalement extrêmement sain et il résiste à toutes les tentations étudiantes. Il fait quelques sorties effectivement sympas, ses colocs, en tout cas ses camarades de classe décrivent qu'ils allaient à la crêperie, au cinéma. Son kiff c'était plutôt de passer des nuits à travailler et à comparer les structures bilancielles des banques européennes. Emmanuel est aussi extrêmement proche de son frère cadet Dominique et pendant ses études il le rejoignait régulièrement pour grimper dans les montagnes. Dominique, il est décrit comme quelqu'un de très proche des gens, qui avait véritablement le sens de l'humain, le sens du service. Emmanuel d'ailleurs décrira qu'il dormait très peu, donc il se levait très tôt. Il débutait sa journée avec les éboueurs et puis souvent terminait sa journée en jouant de la guitare, en étant proche des personnes âgées pour leur tenir compagnie. Et Dominique donnait régulièrement des nouvelles à son frère, appelait régulièrement son frère
Et Emmanuel d'ailleurs décrira que souvent il mettait son téléphone près d'un ruisseau pour lui rappeler justement ses racines et qu'Emmanuel était aux quatre coins du monde dans le cadre de ses fonctions. Et d'avoir son frère au téléphone, ça permettait de le ramener à son enfance, à ses racines. Un soir, la vie d'Emmanuel Faber bascule complètement. Il est 21h, le téléphone sonne et il va apprendre que Dominique, son frère cadet, souffre d'une schizophrénie sévère et il va être interné à l'hôpital psychiatrique. Emmanuel Faber décrit qu'il s'est absolument battu pour son frère, qu'il l'a toujours soutenu, épaulé, pour comprendre, l'accompagner, l'aider, en tout cas à trouver une vie la plus normale qu'il soit, dans les moments de vie courante, dans les moments de la vie courante finalement, dans les transports en commun, au restaurant, avec les amis. Emmanuel Faber, il commence sa carrière en tant que consultant chez Ben & Company, puis en tant que banquier d'affaires chez Baring Brothers, c'est la plus ancienne banque d'affaires en Angleterre. Son rôle, c'était de s'occuper des fusions-acquisitions de celles-ci. Il rentre par la suite chez Legris Industries, donc c'est une entreprise qui investit dans des ETI et qui les aide justement pour leur développement. Et il est nommé directeur général en 1996. Il a 32 ans, donc c'est un très jeune dirigeant et il restera 1 an dans ses fonctions avant de rejoindre Danone. En 1997, Emmanuel Faber rentre dans le groupe Danone. À l'âge de 33 ans, Emmanuel Faber intègre Danone au poste de directeur finance, stratégie et système d'information. Et cette entreprise, je vous l'apprends rien, va absolument propulser sa carrière et va le projeter assez rapidement finalement sur la scène internationale, sur la scène médiatique. À l'époque, il est débauché par Franck Ribou pour mener une entreprise duale vers de nouveaux horizons. Et Franck Ribou dit qu'Emmanuel Faber, c'est un financier talentueux, un négociateur hors pair et humaniste revendiqué, et que finalement, c'est vraiment le mieux placé pour prendre ses fonctions. Et petit à petit, Emmanuel Faber va se faire une place de renom au sein du groupe. Tout s'enchaîne. En 2000, il devient directeur financier et membre du comité exécutif. Il est nommé vice-président de la zone Asie-Pacifique en 2005. Et en 2006, il crée une co-entreprise en social business, la Grameen Danone Food au Bangladesh, à la suite d'une rencontre avec Franck Ribou et Mohamed Younous à Paris en 2006. Donc Mohamed Younous, si vous ne le connaissez pas, c'est un économiste et entrepreneur bangladais qui est connu pour avoir fondé en 1996 la première institution de microcrédit, la Grameen Bank. Et Mohamed Younous, il est surnommé le banquier des pauvres et il obtient le prix Nobel de la paix en 2006. Ensemble, Franck Ribou, Mohamed Younous et Emmanuel Faber, ils développent la première usine de yaourt au Bangladesh et ils démontrent qu'on peut permettre aux populations les plus pauvres d'accéder à des biens de consommation avec un modèle économique rentable. The food company, which the water company and the yogurt company, you have Danone yogurt, everybody likes. So this is called Grameen Danone Company in Bangladesh. I met the chairman of Danone in a chance meeting and we were discussing and I suggested to him, why don't we create a Grameen Danone company in Bangladesh? He said, to do what? I said, to produce yogurt. You said your yogurt is very delicious. I said, for a special purpose. We can produce yogurt to address the problem of malnutrition among the children of Bangladesh. We take all the micronutrients which are missing in the children, put it in the yogurt, and make it very cheap so that the poorest children can afford it and eat it. There are millions and millions of children in Bangladesh who are malnourished. Experts tell us that if a child eats 2 cups of these yogurts per week and does it over a year, he or she will regain the full health. He said, I agree. He shook hands and he said, I agree. I said, I have not finished yet. I said, it will be a social business. He said, what is a social business? I explained to him, in this business, social business, you can invest, but you cannot take any dividend.
You can take all your investment back, recoup all your money, but after you have taken back the last penny, it stops. Et Emmanuel Faber, c'est pas que des mots quand il parle de justice sociale et d'environnement parce qu'il s'arrête pas là. En 2006, il supervise la création de Danone Communities et il devient administrateur de cette SICAV, donc Société d'investissement à capital variable. Donc c'est un fonds de capital risque qui accompagne les entrepreneurs innovants qui ont des projets durables en justice sociale, en environnement, et Danone va leur apporter une expertise technique, managériale et aussi un réseau pour développer justement et mener à bien ses missions. 1er janvier 2008, Emmanuel Faber occupe le poste de directeur général délégué de Danone, donc il est responsable des fonctions corporate, finance et ressources humaines. Il est également nommé vice-président du conseil d'administration de la société le 28 avril 2011. Et en 2011, il sort son second livre, Chemin de traverse, vivre l'économie autrement. Et il évoque vraiment à travers ce livre le besoin de resynchroniser la chaîne alimentaire, en tout cas de repenser absolument tout le modèle aujourd'hui et puis au paradigme économique. En 2014, il succède à Franck Ribou et devient l'opteur général de Danone. Et encore une fois, Franck Ribou lui fait toute confiance et va d'ailleurs déclarer que le plus difficile aurait été de convaincre Emmanuel Faber, mais qu'ils ont une chance inouïe d'avoir un homme avec autant de valeur, de pragmatisme à la tête de Danone et qu'il est absolument ravi de ce choix. Et à l'époque, donc on est en 2014, Emmanuel Faber il prend la direction de Danone avec une feuille de route assez complexe dans un contexte assez difficile, vous allez le voir. Donc, les ventes de Danone sont en décroissance, que ce soit en Espagne ou en France. Il y a aussi un embargo russe qui vient un peu menacer la situation économique de l'entreprise parce qu'à l'époque, la Russie pèse pour 11% des ventes de Danone. Enfin, il y a une alerte sanitaire en Chine, déjà à l'époque. L'objectif d'Emmanuel Faber, c'est vraiment de mettre au cœur l'innovation, au cœur du groupe. Bien évidemment, instaurer toutes ces valeurs de durabilité, de justice sociale et d'environnement, mais aussi et surtout le tout avec des résultats financiers. La même année de sa prise de fonction, Emmanuel Faber est invité à parler aux étudiants d'HEC et je suis sûre que vous l'avez déjà vu ce discours si vous vous passionnez un peu pour la grande distribution et l'agroalimentaire. C'est un discours qui a été visionné plus de 900 000 fois, donc c'est assez considérable sur YouTube et ce discours a été extrêmement médiatisé. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces 3 ans ici? C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir à 21h. Au bâtiment C, 4e étage. Faber, c'est pour toi. Et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé. Peu d'entre vous le savez. Mais il m'a fallu apprendre à négocier avec quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas sa raison. Apprendre à passer des nuits à le chercher dans les villes. Apprendre le milieu des hôpitaux psychiatriques, apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue, découvrir la beauté de ce langage, découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup, découvrir la beauté de l'altérité, m'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF. De temps en temps, je vais dormir avec eux. J'ai découvert qu'on pouvait vivre avec très peu de choses et être heureux. Je suis allé séjourner dans des bidonvilles, à Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis passé au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, c'est pas très loin de chez nous, à Paris. Il y en a un. Je suis allé à la jungle de Calais. Et tout ça a nourri une chose. C'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale, ça ne tient pas. C'est un des discours les plus marquants du XXIe siècle. Emmanuel Faber choisit de s'exprimer seulement 20% du temps qui lui est accordé
Et plutôt que de brosser les étudiants dans le sens du poil, de leur dire qu'ils vont avoir une carrière finalement toute tracée, qu'ils sont ambitieux, qu'ils sont l'élite, non. Il choisit de s'exprimer sur sa vie, sur un événement absolument marquant qui l'a bouleversé. Voilà, c'est la schizophrénie et dans quelle mesure ça a repensé ses cheminements, ça a basculé, ça a fait complètement, ça a rebattu les cartes finalement dans sa vie. Le 31 décembre 2017, Emmanuel Faber devient président du conseil d'administration de Danone en complément de sa fonction de directeur général. Il devient ainsi président-directeur général de Danone. Et cette même année, Danone rachète un géant de l'agroalimentaire, White Wave, ce qui en fait le leader mondial des produits d'origine végétaux et aussi des produits d'origine biologique. Et c'est à cette période que les relations entre Emmanuel Faber et Franck Ribot se tendent. Il y a une tension entre les deux hommes. Alors, il faut dire que Franck Ribot, il passe du statut de président à simple administrateur, donc ça peut être dans la carrière d'un homme ou d'une femme un événement assez compliqué à appréhender. Mais aussi, cette année, il y a quelques articles qui sortent sur la gouvernance d'Emmanuel Faber, disant qu'Emmanuel Faber est un dirigeant assez solitaire. Et Franck Ribot, d'ailleurs, lui reproche beaucoup de ne pas prendre contact assez avec lui et que finalement, il prend les rênes de Danone sans trop consulter la vie générale. Et puis, c'est aussi à cette période où il va se séparer de nombreuses personnes à la tête de Danone. Et Franck Ribot et d'autres lui reprocheront de se séparer de talents qui ont accompagné Danone. Ce qui caractérise aussi Emmanuel Faber, c'est que pendant 7 ans, il refuse absolument toute augmentation. Et puis, c'est un patron avec un style assez décalé par rapport aux autres. Il porte pas de montre de luxe, il roule en Clio, donc il n'est pas aussi avec des voitures de luxe. Et puis, il passe ses vacances dans les montagnes françaises. Donc finalement, ça correspond totalement avec ses valeurs, qu'il incarne absolument, mais c'est vrai qu'il peut être en décalage avec d'autres dirigeants qu'il côtoie. En mai 2020, Danone devient la première entreprise à mission cotée en bourse et qui inscrit à cette occasion dans ses statuts sa raison d'être, à savoir apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. En 2020, évidemment, c'est aussi une année qui va être marquante dans le mandat d'Emmanuel Faber, c'est le Covid. Tout a été mis en place du côté de Danone pour assurer la sécurité de ses collaborateurs. Donc Emmanuel Faber assure à la radio qu'il retravaille les rythmes de travail, qu'il garantit les salaires dans le monde jusqu'au 30 juin et puis que Danone payera comptant les fournisseurs et les distributeurs indépendants pour leur assurer une trésorerie. En décembre 2021, Emmanuel Faber chapeaute en tant que président de l'International Sustainability Standard Boards. Sorry pour mon anglais. L'ISSB a été créé à la COP26 à Glasgow par les autorités de régulation mondiales à leur demande pour mettre fin à cette soupe d'alphabet dont vous venez de citer quelques-uns des termes. Parce qu'il est impossible sur ces questions-là que les sujets se résolvent à l'échelle locale. Ce que fait la France, ce que fait l'Europe, c'est important, mais l'Europe, c'est 18% du PIB mondial. La Chine, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et les marchés des capitaux américains, c'est 40% des marchés mondiaux. Donc, il est important de connecter l'ensemble de tout ça avec un langage. Nous, on ne développe pas des indicateurs, on développe un langage comptable qui va intégrer ces éléments de durabilité de façon à ce que l'ensemble des marchés des capitaux mondiaux puissent parler le même langage, un langage fiable, comparable, auditable, qui permette de prendre des vraies décisions. Parce que le risque aujourd'hui, c'est que chaque entreprise peut choisir ses indicateurs. Le 1er mars 2021, Emmanuel Faber vit un réel bouleversement. Les membres du conseil d'administration ont évincé Emmanuel Faber, critiquant les mauvaises performances du groupe. Il y en a même qui disent que Emmanuel Faber a trop confondu entreprise et ONG. On peut dire que finalement, ce capitalisme responsable n'a pas plu au conseil d'administration de Danone. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que c'est quand même un événement marquant finalement de la vie d'Emmanuel Faber, c'est que 2 mois précédant la décision du départ d'Emmanuel Faber, il y a un des fonds d'investissement qui commence un peu à donner son avis, à prendre la parole.
Et il écrit aux administrateurs pour se plaindre de la performance boursière du groupe, décevante, et il n'hésite pas à demander le remplacement du PDG Emmanuel Faber. Et puis ça va donner petit à petit d'autres idées aux autres fonds d'investissement qui vont poursuivre la démarche. Et au final, il y a 12 administrateurs sur 16 qui demandent le départ d'Emmanuel Faber. Et ça a suscité beaucoup de réactions dans la presse, dans les médias, beaucoup. Il y a la CFDT qui prend la parole, qui dit que c'est une dérive d'un capitalisme financé alors qu'il revendiquait une entreprise à mission sociale, sociétale et environnementale. Le militant écologiste Cyril Dion va aussi prendre la parole. Il dit que sans régulation publique, les actionnaires court-termistes continueront de faire passer le profit au-dessus de l'urgence climatique et sociale. On a aussi Emmanuel Faber qui réagit sur les réseaux sociaux. C'est une réaction qui est extrêmement attendue, vous vous en doutez bien. Et sur LinkedIn, il prend la parole en disant « Un immense merci à mes chères équipes de Danone qui vont vivre tous les jours sa mission. Pendant 24 ans de ma vie, vous m'avez fait grandir parmi vous comme homme et comme dirigeant. Un privilège. Chacune, chacun, restez fidèles à vous-même. You rock. » Après cet événement marquant, qu'est-ce qu'il se passe dans la vie d'Emmanuel Faber ? Emmanuel Faber continue évidemment de prendre la parole dans les médias, dans la presse pour défendre ses valeurs de justice sociale, d'environnement, en tout cas de démocratiser cela et d'expliquer cela, d'apporter beaucoup de pédagogie. Les inégalités, elles deviennent importantes à régler lorsqu'elles déforment les consensus démocratiques, sociaux, de consommation, de choix en fait, et des salariés et de plein d'autres. Or, les normes sociales, elles évoluent beaucoup à la faveur des réseaux sociaux. On peut juste prendre par exemple Black Lives Matter aux États-Unis est en train de déformer le consensus social au point que, sans doute d'ici 2 ans, il y aura des normes pour les entreprises sur les questions d'inclusion et de diversité qui s'imposeront à elles. En octobre 2022, il rejoint Athanor Ventures, c'est un fonds à impact qui veut contribuer à la révolution alimentaire en tant qu'associé. Ce fonds aujourd'hui possède 264 millions d'euros et il est absolument dédié à 100% aux entreprises à impact dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un tout nouveau format, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'intéresse énormément, et aussi à me dire quelle personnalité vous aimeriez entendre sur le podcast ou en format vidéo YouTube comme celle-ci. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et c'était Salomé sur Sans filtre ajouté.